Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, j'ai entendu quelqu'un qui a dit bonjour, c'est extrêmement poli. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer un sujet qui peut paraître particulier, mais qui ces dernières années revient sur le devant de la scène, à savoir l'art oratoire, l'expression en public. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup d'idées reçues sur cet art, sur cette technique. Je reviendrai dans le temps qui m'est imparti sur tous les éléments qui peuvent vous être utiles afin de progresser dans ce domaine. Il doit être évidemment précisé par nécessité que dans le temps qui est le mien, je vais tout faire pour vous donner des clés, vous donner envie d'aller peut-être plus loin, de découvrir des modalités, des ressorts, des ressources pour devenir meilleur orateur. Mais évidemment, est-ce qu'en 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes ou un peu plus, si je déborde, mais je ne vais pas déborder, rassurez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut transmettre? C'est forcément limité. Je ne vous connais pas tous, là, personnellement, dans cet amphithéâtre. Je n'ai pas cette chance. On peut peut-être, juste après la conférence, aller prendre un verre, tous ensemble. Mais là, dans l'immédiat, je ne vous connais pas tous. Néanmoins, je sais une chose, c'est que probablement, dans tous les métiers que vous allez souhaiter réaliser, tout ce que vous allez faire, l'art de s'exprimer, l'art de véhiculer une idée avec force, conviction, précision et surtout clarté, ce sera nécessaire dans tous vos métiers, et quels qu'ils soient. Et en réalité, et c'est mon premier point, il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait de s'exprimer en public. On pense parfois que c'est une question de talent, que non pas, c'est une véritable compétence. C'est une compétence qui peut s'acquérir, c'est une compétence une des plus difficiles. Voltaire considérait qu'il fallait toute une vie pour maîtriser l'art oratoire. Ben, j'ai 30 minutes, ça va aller. Et je pense que c'est effectivement un des exercices les plus compliqués, parce que ça nécessite de mettre beaucoup de fierté de côté, beaucoup d'ego de côté, et une vraie modestie, parce que peu importe l'auditoire, que vous soyez en face de collègues, de futurs associés, de jury pour les avocats, il y a un travail de se présenter à l'autre, de regarder l'autre, d'assurer, d'assumer le regard, ce qui est infiniment difficile. J'y reviendrai, il y a aussi la complexité que ça ne se passe jamais comme prévu. Et donc tous ces éléments-là, vous devez les maîtriser, les comprendre. Mais un des messages les plus importants d'aujourd'hui, c'est de comprendre que l'art oratoire, s'exprimer en public, ce n'est pas une question de talent. C'est notamment le premier point que je voulais aborder avec vous. Pour ce faire, je vais devoir compter sur la technologie et espérer que Internet est encore là. Il n'est plus là. Vous voyez, typiquement, c'est ce qu'on appelle un imprévu. C'est ce qui se passe quand on fait une présentation orale. Il y a des choses, on pense que tout va se passer comme voulu, tout va se passer comme prévu. Et puis, il y a des imprévus. Donc, si vous voulez discuter un petit peu entre vous en attendant, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à échanger. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir discuté un petit peu entre vous. Donc, en deux mots, moi je m'appelle Samuel Bouganem, je suis élève avocat et formateur en prise de parole en public depuis de nombreuses années maintenant. Donc mon premier point, c'est d'essayer de balayer avec vous les idées reçues. Les idées reçues sur l'art oratoire, les idées reçues sur le fait de s'exprimer en public. Souvent, les étudiants, les candidats, les professionnels pensent que c'est une question d'inné, de talent. Il y a ceux qui sont doués et il y a ceux qui sont moins doués. Nous, au sein de la formation qu'on propose, et c'est le fruit de nombreuses années de travail, on sait que c'est juste une question de méthode. Vous savez, c'est la fameuse idée de savoir, enfin voir, savoir, et ensuite faire, appliquer. On donne du contenu aux gens pour comprendre comment est-ce qu'on construit un discours. On leur donne des exemples pratiques et ensuite, et surtout, on les met eux-mêmes en pratique. Parce que la seule vraie bonne méthode pour progresser, c'est d'abord et avant tout de faire et de refaire. Et donc la première idée reçue, l'expression orale, l'aisance à l'oral, n'est pas une question de talent. Il est vrai que certains ont un talent plus grand que les autres, de toute évidence, mais en revanche, chacun peut devenir excellent à l'oral. L'expérience le montre. Moi, j'ai formé des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui, au départ, étaient
totalement inhibés, totalement peureux, et ils avaient raison d'avoir peur parce que c'est un exercice tellement difficile. Et avec un peu de méthode, un peu de travail, ils sont devenus des orateurs excellents. Tout le monde ne deviendra pas Robert Badinter ou François Mitterrand, ça c'est une certitude. Il y a des différences entre les personnes. Il y a François Mitterrand, par exemple, et il y a François Hollande. Alors, je ne fais pas de politique du tout dans mes interventions. Hein. Je reste que sur la technicité rhétorique. C'est deux choses différentes. François Mitterrand, d'un François à l'autre, il y a un monde. François Mitterrand était un talent pur qui a ensuite travaillé. François Hollande a beaucoup travaillé. Et ça a marché, puisque normalement, si tout se passe bien et que la technologie me reste fidèle jusqu'à la fin de cette intervention, je prendrai François Hollande comme exemple sur quelque chose qui s'appelle l'anaphore, pour montrer une des formules de rhétorique utilisables par tout à chacun dans un discours. Donc, d'abord et avant tout, savoir que ce n'est pas une question de talent. Ensuite, comprendre de quoi on parle. Vous savez, Épictète avait cette formule que vous pourrez voir ici à l'écran. Avant toute chose, je crois, si tu y consens, qu'il faut comprendre le sens des mots. Un des grands malheurs et des grands drames peut-être de notre génération plus que d'autres, je crois qu'il y a une épidémie de Covid dans l'envie, un des grands malheurs de notre génération, c'est qu'on ne fait plus attention aux mots, encore moins au sens des mots, alors qu'à peu près tout vient de là et que toute forme de persuasion à l'oral, c'est d'abord comprendre bien ce qu'on dit, comment on le dit et pourquoi on le dit. Donc de quoi je parle moi? Éloquence, grandiloquence, art oratoire, théâtre, je vais essayer d'être très synthétique. L'art oratoire, le fait de s'exprimer en public, c'est une compétence qui s'acquiert avec de la méthode du travail. Le talent, je l'ai dit, c'est autre chose. L'éloquence, c'est encore autre chose. L'art oratoire a vocation à vous rendre un peu éloquent, c'est-à-dire un propos pertinent qui marque, qui va imprimer une sensation, une idée chez votre auditoire. Ok. Ça, c'est l'éloquence. Aux antipodes de l'éloquence, il y a la grandiloquence. La grandiloquence, c'est par exemple si je venais vous faire cette conférence, et c'est une maladie aussi un peu du siècle. Si vous regardez parfois des interventions de politiques, d'hommes politiques ou de femmes politiques, ou des concours d'éloquence qui ont lieu, parfois dans les écoles de commerce, dans les facs, dans les écoles d'ingénieurs, les gens confondent l'éloquence et la grandiloquence. Ils pensent que trop en faire, c'est bien faire. Et donc ça donne des choses en général complètement exagérées. Chers amphis, chers amis, chers publics, c'est avec bonheur que je prends le micro et que je dis des mots devant vous. Lui, il faut qu'il se calme, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui pullule et on se le retrouve en entreprise. Parfois, je forme des gens en entreprise. Il a vocation à mettre un PowerPoint en lumière pour savoir si oui ou non il faut investir dans une start-up. Et on dirait qu'il défend la peine de mort. C'est-à-dire que c'est hors de propos et c'est hors sujet. Donc la grandiloquence, c'est l'antithèse de l'éloquence. La véritable éloquence, c'est d'être adapté. De toujours savoir être adapté à son auditoire et à son propos. Dans l'oratoire, il y a ce qu'on appelle la rhétorique. Qu'est-ce que la rhétorique? Alors la rhétorique, elle a un peu mauvaise presse. On dit, oui, ce sont des formules de rhétorique, façon de dire, beau parleur. Ça aussi, il ne faut pas confondre bien parler et beau parleur, ce n'est pas la même chose. Les techniques de rhétorique, vous les voyez tous les jours, sauf que vous n'en avez pas forcément conscience. Mais la moindre publicité, la moindre publication Facebook, Instagram, alors Twitter, c'est plus compliqué parce qu'il faut mutiler les mots pour dire un truc, mais toutes les expressions orales sont rhétoriques. La moindre publicité est rhétorique. Malinx, le lynx, c'est de la rhétorique. Je suis fâché, c'est chose, c'est mal fait, là, mais c'est de la rhétorique. La rhétorique est partout. La rhétorique, c'est simplement savoir embrasser l'auditoire avec des formules percutantes, pertinentes, et on y reviendra. Donc, je vais citer par exemple François Hollande ou Manuel Valls ou d'autres, mais pour que vous compreniez que la rhétorique, c'est des techniques très simples que n'importe qui peut mettre dans son discours, peu importe le discours, devant des entrepreneurs, devant des investisseurs ou un discours de mariage. Les formules de rhétorique sont juste des méthodes pour réussir à progresser. Non, je suis sérieux, je pense vraiment que... Donc, nous distribuerons des tests aussi à la sortie financés par Compétences et Métiers afin de savoir si, oui ou non, il y a une épidémie de Covid. Alors, j'en viens à mon deuxième point, c'est de savoir la méthodologie du discours sur le fond. Et là, je vais peut-être vous tenir des propos que vous allez trouver étranges, mais c'est complètement assumé. On a tous été plus ou moins formés, formatés dans le même esprit. En France, on est très porté sur l'écrit, sur l'écriture. Commentaires, dissertations, dictées, qui deviennent ensuite des formes de dictature. On nous forme à l'écrit, et tant mieux d'ailleurs. Mais l'oralité a très peu de place. Quelques exposés,
Les écoles de commerce essayent un petit peu de sauver la chose, les écoles d'ingénieurs aussi, très certainement, essayent de sauver la chose, mais l'oralité n'a plus la place qu'elle avait naguère. Il faut savoir qu'il fut un temps, il y avait même des classes de rhétorique. De nos jours, la parole n'a plus vraiment, alors là, depuis quelques années, elle a de nouveau un petit peu le vent en poupe et redevient à la mode. Mais fondamentalement, la parole a un peu disparu des radars, de sorte qu'aujourd'hui, quand je forme des gens, le premier réflexe qu'a une personne qui doit préparer un discours, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est d'écrire? Exactement. Le premier réflexe qu'aujourd'hui va avoir une personne quand elle va devoir avoir un discours, c'est qu'elle va s'asseoir, elle va prendre un stylo, elle va écrire. Et on pense bien trop souvent qu'une bonne prestation orale, c'est un bon discours écrit, sauf que c'est tout sauf ça. Donc là, ici, vous avez une formule de Jacques Charpentier, comme vous voyez avec une photo super moderne. Jacques Charpentier était un avocat, un immense orateur, formateur également prise de parole en public, qui dit ceci: il n'y a rien de commun entre l'éloquence et des phrases ajustées bout à bout sur une feuille de papier. C'est vrai pour les avocats, mais pas que. N'importe qui doit faire un discours, n'importe qui doit intervenir, doit savoir ceci. Lorsque vous faites l'erreur que font 90% des personnes, que ce soit en entreprise, au barreau ou dans les écoles, c'est qu'ils vont s'appliquer à écrire des jolies phrases, des jolies choses sur une feuille. Et sur le moment, ils vont peut-être se prendre pour Baudelaire. Ils vont écrire leur discours, ils vont dire « ouais, c'est génial ». Et puis ils vont venir ensuite prendre le micro et faire ce qu'on appelle la déclamation. Ils vont donc lire. Alors le discours peut être très joli, il peut séduire l'oreille par moment, mais vous ne pourrez jamais convaincre ou persuader qui que ce soit de quoi que ce soit avec un discours intégralement rédigé, sauf à avoir la plume d'Albert Camus, mais bon, tout le monde n'est pas Albert Camus. Pourquoi est-ce que les gens ont recours au texte écrit? Pour une raison très simple. D'abord, le formatage, comme je l'ai dit, de l'écriture, mais aussi parce que l'exercice là, que je suis en train de faire, mais que vous ferez aussi certainement dans quelques temps, dans quelques années, dans quelques semaines, peut-être que vous l'avez déjà fait, c'est très compliqué de regarder les gens en face. D'avoir, et j'y reviendrai, comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans l'improvisation qui est un suicide. Mais c'est un exercice difficile. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on prend le discours pour fuir le regard. La peur qui s'immisce inévitablement dans toute prise de parole en public et avec laquelle on ne lutte pas, et donc ça fait qu'en entreprise, les gens arrivent et ils ne sont pas à l'aise du tout, c'est parce qu'on n'a jamais travaillé cette peur de l'autre, cette peur du regard, cette peur qui fait qu'on est certain que lorsque l'autre vous regarde, il vous juge. D'ailleurs, peut-être qu'il vous juge, mais ce n'est pas très grave. Le fait que là, je vous regarde, je vous connais ni d'Ève ni d'Adam, et pourtant j'ai l'étrange sensation que vous pouvez lire en moi comme dans un livre ouvert. Donc c'est pour ça que les gens n'osent pas la véritable éloquence. Le problème, c'est que la mécanique rhétorique de l'écriture n'a rien à voir avec la mécanique de l'art oratoire. Le verbe tel qu'il est écrit n'a rien de commun avec le verbe tel qu'il est parlé. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter d'écrire intégralement vos discours. Il y a la phrase de Jacques Charpentier, je peux vous donner une autre anecdote qui est très connue, c'est avec les avocats, mais c'est vrai pour n'importe qui. Un avocat qui avait préparé sa plaidoirie devait défendre une personne en cour d'assises. Cour d'assises, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les crimes les plus graves. Et il avait donc sa plaidoirie et son maître de stage, qui s'appelait Laborie, lui demande de regarder sa plaidoirie. Il la regarde, il la lit et il dit « elle est excellente ». Et après, sous ses yeux, ça a fait légende, il la déchire. Il déchire complètement sa plaidoirie. Il lui dit maintenant, plaide, parle, ne lis pas. Donc l'idée que vous devez retenir, c'est ça. C'est que quand vous allez bientôt, incessamment sous peu, devoir vous aussi vous imposer à l'oral, en entreprise, en société, il ne s'agit pas d'être dans l'artifice, mais de véritablement, d'abord et avant tout, parler. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Est-ce que je suis en train de vous inviter à l'improvisation la plus totale? Allez parler en freestyle? Absolument pas. L'improvisation est un danger. Mais tous les grands orateurs, notamment Winston Churchill, qui était un orateur immense, et qui pourtant était terrorisé de la parole quand il était jeune, écrit « Les meilleures improvisations sont celles que j'ai le plus préparées ». Façon de dire qu'en réalité, et c'est la troisième partie de notre intervention, la méthodologie du discours
qui permet de véritablement être bon à l'oral est la suivante. Imaginez que je fasse cette conférence-là, vous êtes nombreux, vous êtes tous avec les problèmes peut-être de juste avant, certains sont venus par intérêt énorme, certains par curiosité, d'autres sont dans la digestion post-déjeuner, enfin il y a 1000 choses qui s'imposent à l'orateur, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens, mais une chose est certaine, c'est que si j'arrive à communiquer avec ne serait-ce que certains d'entre vous, c'est parce que je prends le pari et le parti d'avoir des idées à vous donner, mais de vous regarder, d'essayer dans un échange. Si je viens et que je fais la même conférence comme un professeur de droit administratif des biens et que pendant à peu près 40 minutes ou 30 minutes, je vous parle de la sorte, en lisant mes notes pour l'essentiel et en tournant mes feuilles pour l'essentiel, c'est sûr que je vais avoir encore beaucoup moins d'impact que ce que je pourrais avoir là, c'est une certitude. Pourquoi ? Parce que je romps ce qui, selon les Grecs en tout cas, faisait l'essence même de la force de communiquer. Vous savez que communiquer, ça vient de communier, donc communicare, et il y a l'idée d'être avec. Soit on est ensemble, soit on est à un univers d'écart, et le fait de lire complètement un discours, ça vous coupe inéluctablement de votre auditoire. Donc maintenant, comment on fait pour trouver un équilibre entre l'improvisation totale, qui est une erreur, et l'écriture intégrale du discours, qui est aussi sans saveur ? Il y a ce qu'on appelle le plan rhétorique. Ce plan rhétorique, il est adaptable en toutes circonstances pour tous les discours, quel que soit le discours que vous allez réaliser. C'est ce que les Grecs appelaient donc l'exorde, ensuite l'argumentation, et enfin la péroraison. Alors qu'est-ce que ces mots ? C'est des choses que vous connaissez déjà, mais dans d'autres registres, qu'on peut appeler introduction, développement et conclusion, mais c'est un peu plus que ça. L'exorde. Dans tout discours que vous allez préparer, vous devez travailler les premières secondes. Si vous n'arrivez pas à accrocher votre auditoire dans les premières secondes, en général, vous ne l'accrocherez pas du tout. Il faut réussir à captiver votre auditoire dès les premiers instants de votre prise de parole en public. C'est ce que les anciens appelaient la captation de bienveillance. Peu importe le discours que vous allez faire, il faut faire en sorte que les premiers instants, les premières secondes soient autre chose que des banalités. Par exemple, on se rappelle, on se remémore du discours de Jacques Chirac concernant l'environnement. Alors pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, comment commence Jacques Chirac son intervention ? Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cela ? C'est un exorde direct, c'est-à-dire il rentre directement dans la force de la conviction et dans son idée. Je vais essayer de vous donner un autre exemple. Alors, c'est pas elle. Elle, ce sera le contre-exemple. Elle aussi, c'est pas sexiste, hein, c'est juste que c'est ce qui me tombe sous la main. Voilà. Donc là, on a un sénateur. J'ai entendu quelqu'un, quand j'ai mis Valérie Pécresse, j'ai entendu « c'est terrible ». Oui, c'est terrible et c'est un niveau où on peut à peu près plus rien faire. Alors, là, vous voyez, on a un sénateur. Sénateur concernant l'IVG. Tout le débat, c'est sur la constitutionnalisation de l'IVG. Mettre, oui ou non, l'IVG dans la Constitution. Je répète, ici, je ne fais absolument pas de politique. C'est apolitique et amoral, pas immoral, qu'une formation à l'oratoire. Je me sers d'éléments de discours du milieu, de la gauche, de l'extrême gauche, de la droite. Voilà. Donc on a ici un immense sénateur qui est connu pour être très très intransigeant avec la règle juridique, très fort, très carré, très droit, et on est sur la question est-ce qu'il faut oui ou non rentrer l'IVG dans la Constitution. Donc un débat hautement politique et juridique. Donc on s'attend à un argumentaire juridique. Alors là je vais faire une prouesse technologique parce qu'on m'a dit que je n'arrivais pas à mettre le son sur les amphis, donc je vais devoir mettre le sénateur avec le micro là-dessus. J'espère que vous allez entendre. Si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à faire toutes sortes de bruits pour montrer que vous n'entendez pas. Là, vous n'entendez pas. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de droit constitutionnel. Je voudrais, si vous me le permettez, vous raconter une histoire. Vous avez entendu ? Oui, plus ou moins. Donc il dit, je ne vais pas vous parler de droit constitutionnel, je voudrais, si vous me le permettez, vous raconter une histoire. Ça également, c'est quoi cette façon de faire ? On a des sénateurs, des politiciens qui s'attendent à faire que du droit constitutionnel. On a des sénateurs, on a des politiciens qui s'attendent à parler de constitution.
et voilà qui va sur un tout autre sujet. Je vais vous raconter une histoire. Ça s'appelle un exorde, alors certains l'appellent direct, d'autres ex abrupto, chacun a les définitions latinistes qu'il veut. Mais l'essentiel, c'est que vous compreniez. Je vous donne un exemple peut-être plus personnel, mais qui va aussi vous parler. Dans un des concours où m'avait été invité Ninguer, c'était un discours qui portait sur le sexisme et le féminisme. Déjà, pour s'aventurer à aller à un concours comme ça, il faut être assez ambitieux. Et j'ai pris la parole en dernier, et j'ai senti que le jury en l'occurrence, c'était 4 dames, qui étaient hautement féministes revendiquées, et c'était en plus des oratrices de talent, mais elles avaient complètement lâché les candidats. Elles ne les écoutaient plus. Et je suis arrivé en dernier, j'ai senti qu'elles étaient plus concernées par leur téléphone que par ce que j'allais raconter. J'avais prévu un exorde, donc une introduction en bonne et due forme, comme il sied à un tel endroit. Je voulais faire l'éloge de Simone Veil. On ne dit pas laquelle des deux. Et voilà, quelque chose de très carré. Mais j'avais vu que personne dans le jury n'allait m'écouter. Donc j'ai commencé mon discours en disant « Mesdames, merci pour votre invitation. Je pense sincèrement que l'égalité homme-femme est une aberration totale. » J'ai vu 2 jurys qui ont relevé la tête. Elles étaient choquées, mais attentives. Donc, évidemment, je ne suis pas en train de faire une invitation à la provocation. Je dis juste que l'exorde, peu importe le discours, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, a une importance fondamentale. Et c'est aussi pour ça que si par exemple vous n'arrivez pas à dormir, je vous donne un conseil au passage, si vous n'arrivez pas à dormir, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous cherchez des débats où ils sont même pas 10, enfin 10 en comptant les appariteurs et les gens qui tiennent les portes, sur des sujets complètement étranges parfois. Et puis vous avez là véritablement des choses qui sont à étudier en laboratoire, c'est-à-dire, merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure, merci Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les collègues, Mesdames, Messieurs les ministres, chers cadreurs, chers fédesteurs, chers amis, chers voituristes. Le bonjour, il dure 5 secondes, et puis après, en général, ça part dans des choses très peu éloquentes. Alors que là, vous voyez ce que fait le sénateur ici, encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il raconte ensuite sur le fond, c'est pas du tout notre propos, il ne se prend pas dans ces rouages mécaniques de la présentation faite de pesanteur. Il va à autre chose. Donc ce que je veux dire, c'est l'exorde, vous devez le retenir. Dans la formation que l'on propose nous, il y a tout un chapitre quasiment qui est utilisé à comment est-ce qu'on fait pour l'exorde. L'exorde a vocation à captiver. Il y a donc plusieurs mécaniques rhétoriques qui s'y prêtent. On dira un mot tout à l'heure, selon le temps possible, l'anaphore, l'épiphore, etc., etc. Ensuite, sur le fond, donc les gens bien comprendre la méthodologie du discours, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire un choix dans les arguments que vous présentez, et la règle des règles, c'est la clarté. Je m'explique. On a une tendance égocentrique à penser que tout le monde est dans notre tête. Et je ne peux pas compter le nombre de fois où des chefs d'entreprise ou des candidats à des concours ont fait des discours et impossible de les suivre. Un vieux professeur de rhétorique avait ce réflexe très intelligent. Quand il formait des chefs d'entreprise, des dirigeants, des chefs de projet ou des avocats, il leur disait « c'est simple, vous allez faire votre discours. Il faut que moi, à la fin, je puisse, sans me souvenir de l'intégralité de ce que vous avez dit bien sûr, me rappeler que votre idée 1, c'était ça, idée numéro 2, c'était ça, et votre idée numéro 3, c'était ceci. Si je ne suis pas capable de faire ça, c'est que vous avez été trop obscur, trop lent, ou en tout cas pas assez convaincant. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il faut que lorsque il finisse sa prise de parole, on puisse se dire, voilà, je sais au moins les idées qu'il a développées. Donc ça, c'est la seule règle que je peux vous donner sur le fond, parce que le fond dépend tellement de tout à chacun. Seul conseil peut-être directement lié à ça, comment est-ce qu'on fait pour se permettre d'avoir non seulement des idées, et non seulement les mots pour le dire. Lorsque j'étais en 2e année, je suis allé voir, pour moi, le meilleur orateur du siècle, encore vivant en tout cas, il s'appelle Marc Bonan. Je suis allé le voir à l'occasion c'est vraiment un orateur immense. Et je suis allé voir, j'étais en 2e année de droit, je savais que je me prédestinais à la carrière d'avocat. À l'époque, j'idéalisais le métier, et je pensais voilà, que je voulais devenir un grand ténor et un grand plaideur comme lui. Et puis je lui ai dit, quel livre vous me conseillez pour devenir bon à l'oral, indépendamment de la plaidoirie des avocats? Quel livre vous me conseillez? Donc je m'attendais, moi, à quelque chose, je sais pas, moi, sur Cicéron, sur le secret des orateurs. Il m'a dit, est-ce que vous avez un dictionnaire?
Sur le moment, il me prend... C'était une offense, quoi. Et ma question elle était pourtant française. Oui, j'ai un dictionnaire. Évidemment. Évidemment que oui. Il m'a dit, est-ce que vous fréquentez votre dictionnaire? J'ai dit, évidemment que non. Qui ouvre un dictionnaire après la 5e? Il m'a dit, mais voilà, cher monsieur, le seul conseil que je peux vous donner, ce sera le seul du jour qu'il m'a d'ailleurs donné, il m'a dit, essayez d'apprendre 3 mots de plus par semaine. C'est pas invraisemblable. Il m'a dit, je sais que vous avez le temps de réflexion d'une story Instagram. Bon, ok. Mais essayez d'apprendre 3 mots par semaine. Ça a changé ma vie et c'est quelque chose que je conseille dans mes formations aux gens de tout milieu. Et les gens vous disent au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, que ce qui peut sembler un petit peu étrange au début change tout. Parce que quand on a confiance dans ces moyens de langage, on n'a plus le besoin nécessaire du doudou réconfortant qui est un discours intégralement écrit. On a confiance, on va se lancer, on va parler à son auditoire. Et d'ailleurs, j'insiste sur ceci, parler à son auditoire. Parce que là, je suis en train de vous expliquer comment on structure un plan pour l'oralité. Exorde, argumentation, et j'y reviendrai ensuite, péroraison. Maintenant, comment est-ce qu'on révise? Je vous ai dit, il y a 2 erreurs, enfin il y en a une, et la deuxième, vous la connaissez certainement. Écrire, c'est une cata, et le pire aussi, c'est la mémoire. Tout apprendre par cœur. Il y en a certains qui pensent que justement, pour ne pas écrire, mais pour faire l'impression qu'ils parlent, ils apprennent tout par cœur. C'est probablement encore pire qu'écrire. Parce que si le tapis s'en mêle dedans, si la mémoire bug, il y a tout qui bug. J'ai déjà assisté à ça dans un concours d'éloquence, un candidat qui avait tout appris par cœur, ça allait très très vite, forcément parce que le rythme de la mémoire n'est jamais le rythme de qui écoute. Quand vous lisez un livre, vous avez la possibilité de revenir en arrière si vous n'avez rien compris. Ok, je retourne la page, je retourne la page, pas de problème. Si je lis un livre de sciences politiques, je retourne les pages. Mais quand vous prenez la parole, vous n'avez qu'un seul instant et qu'une seule instance, c'est là tout de suite maintenant. Soit on vous comprend, soit on ne vous comprend pas. Donc la mémoire est une catastrophe et ce candidat avait bugué, complètement bugué, en plein milieu de son intervention, au bout de 2 ou 3 minutes. Et il nous avait demandé cette chose assez incongrue, il a dit est-ce que je peux recommencer depuis le début? Et on a eu beaucoup de peine pour lui, mais il était obligé, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à reprendre le démarrage en côte, quoi. Ça passait pas. Donc il a repris depuis le début, mais comment vous dire que c'est forcément pas quelque chose de très éloquent. Donc comment est-ce qu'on prépare? Eh bien en parlant. En parlant, mesdames, messieurs. Si vous avez demain un discours à préparer, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est celui-ci. Parlez. Parlez. Préparez ça en parlant. Un professeur d'art oratoire avait dit à quelqu'un qui lui avait demandé de venir le regarder préparer son discours. Il a dit, tu peux venir, il n'y a aucun problème, mais tu vas t'ennuyer. Tu vas voir un type qui tourne autour de sa table, qui parle tout seul et qui de temps à autre couche une idée sur une feuille de papier. C'est comme ça que ça fonctionne. De l'oralité pour l'oralité. Pas de l'écrit vers l'oralité. Jamais. Toujours dans ce sens-là. Jacques Charpentier écrit dans son livre, que je vous conseille d'ailleurs, Remarques sur la parole, c'est un tout petit livre très très court. Il dit, si vous voyez quelqu'un parler tout seul dans la rue, il y a 2 options. C'est soit un fou, soit un orateur. C'est exactement ça. Parce que la bonne mécanique pour préparer un vrai discours, c'est de se l'imaginer. J'y reviendrai quand je traiterai rapidement la question de la peur. Enfin, pour terminer, la péroraison, donc la conclusion de votre discours. Vous entendez toujours qu'il faut soigner sa sortie de scène. On se souvient toujours de la fin. Vous pouvez avoir une belle prestation. Si la fin est totalement bâclée, on se souviendra toujours de vos échecs et toujours de votre fin. On a eu un exemple assez récemment, alors je ne l'ai pas mis ici, mais vous l'avez peut-être vu, le nouveau Premier ministre, M. Barnier. Ah, il y a quelqu'un qui, je crois, l'a vu peut-être. Non, mais M. Barnier, le nouveau Premier ministre, a fait un discours quand il s'est présenté donc, en tant que Premier ministre, la passation de pouvoir. C'était vraiment une passation assez intéressante du point de vue rhétorique, puisque le nouveau Premier ministre parle, et à la fin de son discours, comment il conclut? Il parle, et puis à la fin, il dit voilà. Voilà, ça veut dire, bon ben voilà, je n'ai pas préparé spécialement de formule pour terminer, je prends ce qui me vient, donc ne jamais négliger la péroraison. D'accord? Ça, c'est fondamental. Donc on répète, exorde, argumentation claire, et ensuite, péroraison. Maintenant, comment est-ce qu'on nourrit ces éléments-là? De quoi on les nourrit? De divers arguments rhétoriques. Alors je ne pourrais pas ici, dans le temps qui m'est imparti, vous donner évidemment tous les outils rhétoriques. Dans la formation, on en propose plein parce que c'est passionnant de voir le nombre d'outils rhétoriques faciles à utiliser, non pas pour l'artifice,
mais parce que ça aide à imprimer et à imprégner les idées importantes de son discours. Il y en a énormément et elles sont faciles d'accès pour la plupart. Je vais en évoquer certaines avec vous, d'accord? Je vais d'abord parler de ce qu'on appelle le fait de... Alors certains appellent ça la prolepse, il y a la prolepse suggestive, il y a aussi la prolepse que l'on prend, c'est-à-dire je vais prendre ce que dit l'autre pour m'en servir. Deux schémas importants, soit j'anticipe sur les arguments adverses, alors en l'occurrence quand vous prenez la parole, c'est quoi les arguments adverses? C'est vous anticipez sur les éléments qui vont faire blocage. Vous savez que l'auditoire n'est pas d'accord avec vous sur certains points, vous allez à l'avant. Alors, imaginons que je vous présente une start-up. Je sais ce que vous allez me dire concernant mon projet, on l'a déjà vu, et vous n'avez pas obtenu les financements. Oui, vous avez raison de me dire ça, etc., etc. À chaque fois, vous anticipez, peu importe le discours, vous anticipez sur ce que l'autre pourrait vous dire. Il y a aussi une autre façon de faire, c'est de prendre, d'utiliser ce que l'autre a dit. Je vais essayer de vous donner un exemple encore une fois. Dans un débat très connu entre DSK et Nicolas Sarkozy, bon, c'était il y a quelques années, vous l'avez vu, ici, ce qui est intéressant, c'est que Dominique Strauss-Kahn va utiliser ce qu'a dit Nicolas Sarkozy pour attaquer Nicolas Sarkozy. Donc on va réessayer la prouesse technologique. Continuez. Merci, merci monsieur le professeur. Non, mais si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Non, mais pardon, mais je ne le suis pas, justement. Donc je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu. Ils parlent, ils ne sont pas d'accord, et DSK, avec un air peut-être qui peut être considéré comme un peu suffisant, c'est vrai, dit à Nicolas Sarkozy, parce que Sarkozy a sorti un point de l'INSEE, DSK dit non mais tous les économistes ont contesté ce rapport de l'INSEE, mais bon c'est pas grave, continuez. Alors là vous voyez, la gestuelle trahit beaucoup de choses. Continuer, c'est vraiment une façon de dénigrer son adversaire. Et Sarkozy de répondre, mais pardon, mais on n'est pas à l'université. Enfin merci monsieur le professeur, parce que DSK, avant, il était professeur. Et voilà que comment répond DSK? Si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Ça s'appelle un tacle à la gorge. Carton rouge direct. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de prendre ce que dit l'autre pour aller vers l'autre. Alors il y a ça dans la manière argumentative, mais toujours, retenez pour vous ce qui sera certainement le plus utile, c'est d'anticiper, d'accord, les choses qui pourraient amener votre auditoire à être réticent. Imaginez que vous faites une réunion avec des collègues, vos futurs collègues de bureau, vous êtes chef de projet, vous voulez présenter quelque chose, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Vous pouvez juste balancer votre idée, présenter vos arguments, et ça c'est pertinent, mais vous pouvez faire un truc un peu mieux, c'est d'anticiper sur ce que va dire l'autre. C'est une technique très connue notamment des procureurs de la République, vous savez, ceux qui ont vocation à poursuivre les accusés, etc. Ils vont dire, lorsqu'ils vont faire leur réquisitoire, ils veulent condamner quelqu'un, ils vont dire, vous savez, messieurs les juges, de toute évidence, la défense vous dira qu'il a eu une enfance difficile, la défense vous dira qu'il est né dans des quartiers défavorisés, la défense vous dira qu'à 15 ans, son chien est décédé, et toutes sortes d'arguments loufoques. Et en réalité, quand ils font ça, ils essaient juste de couper l'herbe sous le pied de la défense. En général, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça aide à amoindrir la force de ce que veut dire l'autre. Donc voilà, ça c'est pour la prolepse. Ensuite, il y a l'anaphore. L'anaphore est très connu. Je vais essayer... Non, pas du tout. Non plus. J'aurais voulu vous la proposer ici, mais donc je ne l'ai pas déjà ouverte, mais c'est pas grave. On va la proposer comme ça. Partageons ensemble ce moment de publicité. C'est quand même pas mal. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas beau. Voilà, maintenant. François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Ici, petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il dit. Donc, chef de tout et responsable de rien. Ça, c'est une figure de rhétorique qui marche par opposition. Ça marche à tous les coups en général. D'accord? C'est de faire opposer deux sens contraires dans la même phrase. Donc, chef de tout et responsable de rien. C'est aussi une formule qu'on trouve dans la publicité, par exemple, pour un véhicule, évidemment que je ne citerai pas parce qu'après je vais en citer trop. Donc, un véhicule qui dit dans sa publicité il y a moins bien, mais c'est plus cher. Donc tout ça, c'est des formules de rhétorique qui permettent d'imprimer un message dans l'esprit de l'auditoire. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République... Bon, mais il faut arrêter parce que ça dure 37 minutes, le truc, mais... C'est la seule erreur qu'on peut reprocher à Hollande sur ce coup, c'est qu'il a été trop long. Sarkozy était étonnamment fatigué parce que n'importe quel bon communicant ou quelqu'un qui aurait briefé Sarkozy avant, toujours lui dire, si tu sens que ton adversaire commence à réaliser une anaphore qui marche, casse le rythme, dis n'importe quoi, mais casse le rythme. Parce que là, il arrive à créer un élan, et d'après certains spécialistes, d'accord, certains disent qu'il a gagné le débat sur ça, sur ce moment-là. Donc ça, c'est l'anaphore. Il y a aussi l'épiphore à connaître. L'épiphore, c'est quoi? C'est que vous vous servez de la même logique de répétition, mais non plus au début du discours, mais à la fin du discours. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai vu en audience, parce que là, je ne peux pas vous donner d'exemple filmé, parce que pour l'instant, les procès, pour la plupart, ne sont pas filmés. Un procureur de la République veut qu'un individu, qui était le client que l'avocat pour qui je bossais défendait, retourne à l'ombre des prisons. Et dans son réquisitoire, il dit qu'en gros, et c'était vrai en l'occurrence, le monsieur avait eu plein de chances données par la justice. Une liberté conditionnelle, ensuite liberté, puis surveillance, puis des stages à faire et à refaire, etc. Bon, à chaque fois, il s'est retrouvé devant le juge. Il y en a qui ont une nostalgie de la prison singulière et qui veulent revenir avec une certaine récurrence. Et voilà que le procureur, à la fin de son intervention, dit ceci. Cher monsieur, on l'appellera monsieur X, il y a 2 ans de cela, vous étiez ici, vous avez fait des promesses, vous avez déçu. On vous a retrouvé quelque temps plus tard, la juge d'application des peines a cru en votre projet de chef d'entreprise, vous êtes sorti, vous avez recommencé les mêmes erreurs, vous avez déçu. Il y a quelques mois, on apprenait que vous vous mettiez dans un nouveau business, cher monsieur, celui des stupéfiants, fructueux, il est vrai, mais inéluctablement loin de ce qu'on attendait de vous, vous avez donc encore déçu. Si on vous libère, monsieur, demain, vous allez quoi? Décevoir. Vous voyez, ça, c'est ce qu'il a utilisé. Là, c'était pour un procureur, mais l'idée, c'est que son réquisitoire qui a duré 1h30, personne ne va s'en souvenir dans l'intégralité. En revanche, la formule de la fin va laisser une marque inéluctable à l'auditoire. J'en viens maintenant, et je terminerai par là, sur le non-verbal et la question de la peur de la parole en public, car le temps presse et j'aimerais, si vous le souhaitez, laisser quand même quelques petits instants pour des questions. Et si on n'a pas le temps, moi je suis même prêt à donner mon mail personnel sans problème pour échanger avec les participants s'ils ont des questions sur leur oratoire ou sur la formation que l'on propose chez Compétences et Métiers. Qu'est-ce que le non-verbal? Le non-verbal, c'est très simple, de manière synthétique, c'est tout ce qui n'est pas le verbe, comme son nom l'indique. D'accord? On peut mettre dans ce registre-là le regard, dont j'ai déjà parlé, la présence, d'accord, le rythme. Nicolas Boileau disait « Heureux qui dans ses vers, c'est d'une voix légère, passer du doux au grave, du plaisant au... » C'était juste pour le clip de faire comme Dagui, mais je sais que personne n'allait me suivre. « Heureux qui dans ses vers, c'est passer du doux au grave et du plaisant au sévère. » C'est quoi ce que dit là ici Nicolas Boileau? Il le dit pour le poète, il est vrai, mais c'est vrai pour l'orateur. Il faut savoir varier les rythmes, varier les tons. C'est vrai sur le fond et c'est vrai également sur la forme. Il faut savoir varier les registres, c'est-à-dire toujours proposer à votre auditoire des petits moments de digression, des petits moments d'échappée, à l'instar d'une respiration. Même les professeurs, lorsqu'ils font des cours, ils se permettent des petites digressions. Digression, ça veut dire quoi? Ça veut dire quitter un petit peu votre sujet pour revenir mieux ensuite, mais offrir à votre auditoire une respiration. Le danger des digressions, parfois, c'est que certains digressent trop, c'est-à-dire font trop de hors-piste et ont du mal à revenir à la maison, selon la formule de Marc Bonan, dont je n'ai pas la paternité, je ne fais que citer. Il dit « Les digressions, c'est comme les infidélités. Le plus dur, c'est pas de partir de la maison, c'est de revenir. » C'est pas de moi, c'est de Marc Bonan. Mais l'idée, c'est exactement cela. C'est qu'il faut faire attention de toujours savoir revenir sur ce qu'on dit. Donc, les digressions, la maîtrise du rythme, vous l'aurez remarqué, j'ai essayé dans la conférence Clément, c'est toujours plus dur quand vous avez un micro, de varier les rythmes et les tons. Une des grandes erreurs qu'on rencontre, et c'est aussi pour ça que je vous invite à ne pas écrire vos discours, quand il y a le discours écrit, vous êtes sûr d'une faute, c'est que ça va être monotone. Parce que vous êtes en tête-à-tête avec votre texte, vous n'êtes plus dans cet échange-là, et donc vous allez lire. Vous n'êtes plus à l'écoute de ce que dit l'auditoire, parce que, croyez-moi, et vous le verrez,
Là, je suis le seul qui, pour le moment, je suis sonore et vous êtes plus ou moins silencieux. Mais on est en train de dialoguer. C'est-à-dire que je me sers de tout ce qui se passe dans cet auditoire, consciemment ou inconsciemment. Le moindre rictus, le moindre étonnement, le moindre agacement, tout vous sert dans vos discours. D'accord ? Et ça, le rythme est fondamental. C'est pour ça que la technique qui est proposée par les professeurs, quand vous vous entraînez à le discours, c'est de s'enregistrer, de se filmer. C'est d'une violence inouïe que de se regarder parler. Pour ceux qui le font, vous le verrez, mais c'est un grand remède pour progresser. On est une génération qui aime se filmer dans l'absolu. On filme à peu près tout, on filme ce qu'on mange, on filme là où on va en vacances, on l'expose comme si c'était un sujet d'intérêt. Mais se filmer soi-même, c'est une autre exigence. Mais faites-le. Lorsque vous préparez des interventions orales, filmez-vous, enregistrez-vous. Et vous verrez tous vos défauts, vous aurez envie de vous claquer, mais c'est hautement salvateur. Donc savoir varier les rythmes, savoir que lorsque vous parlez, vous ne pouvez pas parler pendant 5 minutes comme ça, parce que sinon il y aura forcément un problème. Il y a un moment donné où il faut un petit peu ralentir le pas. Le discours a sa musicalité, il faut que vous appreniez à la respecter. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, on le fait pendant la formation. Ensuite, la maîtrise du regard. Quand vous avez 2 ou 3 personnes, imaginons que j'aurais fait une intervention et mon auditoire tout entier, c'est 3 messieurs qui sont là, monsieur et madame, un jury ou des banquiers que je veux convaincre pour un projet, d'accord ? Pareil, si je viens devant eux avec mes PowerPoint ou autres slides, des choses qui viennent à mon secours, si je leur parle comme ça, avec 2-3 regards, comme font beaucoup, hein, tac, 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 Roland Garros de l'éloquence, ça ne marchera jamais. Il faudrait que, voilà, monsieur, alors donc mon projet c'est celui-ci, je sais que vous allez peut-être avoir des réticences sur la question du financement, donc j'y viendrai dans une deuxième partie, et concernant la logistique, nous avons également un projet très clair. Vous voyez, je vais adresser un regard à chacun d'entre eux, parce que c'est simple, quelqu'un qui n'est pas regardé, c'est quelqu'un qui n'est pas concerné, d'accord ? Là, quand vous avez, ce sera peut-être votre cas, un amphi plus grand ou des salles plus grandes, comment on fait ? Je ne peux pas vous regarder chacun et chacune d'entre vous. Il y a ce qu'on appelle la technique des points d'appui. D'accord ? Donc les points d'appui, c'est simple, c'est de prendre un point d'appui au milieu. J'ai fixé quelqu'un, ça peut être la gourde de monsieur, ça peut être monsieur derrière, ça peut être monsieur ici, monsieur en rouge. Je vais regarder. Quand je le regarde lui, je suis sur une zone. Cette zone-là va se sentir plus ou moins concernée. D'accord ? Après, mes yeux peuvent un petit peu se balader. Je ne dis pas d'avoir les yeux baladeurs, je dis juste que je suis en train... Non, mais, parce que maintenant, ce qu'on dit est filmé, je crois que je suis filmé, donc il faut faire très attention. J'invite à la pudeur et à la retenue toute personne. Donc vous prenez un point et vous regardez. Tac, et vous fixez. Au moins, là, ils sont concernés. Et puis en plus, je vais ensuite prendre un point d'appui à gauche. Ça peut être madame en haut, ça peut être monsieur juste en bas avec les lunettes et la chemise bleue, qu'importe. C'est juste un point d'appui. Ensuite, je me balade. Et pareil, je vais faire ça à droite. Au moins, durant l'intervention, tout le monde se sentira concerné. Enfin, 2 derniers petits points, parce que le temps presse. 2 choses à utiliser. Ouais, bravo. Remarquable comme analyse. C'est ça. Le silence, c'est ce qui manque le plus dans beaucoup de discours. Les gens pensent que Enfin, c'est parce qu'en fait, on confond les silences et les blancs. Vous voyez ? Les gens, ils ont peur de ça. De sortir une phrase qui va faire qu'ensuite il y a un moment de malaise ou de gênance, comme on dit en moderne, mais ça arrive rarement, enfin, à part pour Jean Messia, qui est un habitué des répliques qui tombe à l'eau, la silicone, je sais pas quoi, balai, voilé, enfin là, c'est des trucs qui, effectivement, lui, il n'a pas pris de cours de rhétorique, c'est certain. On coupera ça au montage. Hein. Ne pas avoir peur des silences. Les silences, c'est votre respiration à vous et c'est la musique du discours. Et d'ailleurs, même, je vais vous dire mieux, les professeurs de rhétorique disent qu'il faut toujours, avant de commencer, avant de prendre la parole, il y a un petit temps de silence qu'il faut prendre avec vous, et ensuite commencer, et seulement à ce moment-là commencer. Le silence, il est utile également quand vous utilisez des formules de rhétorique. C'est quelque chose qu'on travaille dans la formation, par exemple, savoir que lorsque vous utilisez, imaginons l'anaphore que j'ai évoqué tout à l'heure, si vous faites une anaphore et qu'après vous balancez le flux du discours, ça ne marquera pas. Alors que vous faites l'anaphore, hop, et que vous vous arrêtez avec un petit silence, là, ça marche. Comment peut-on accepter que je fais une anaphore et après je laisse un silence. Également avec la question rhétorique. Question rhétorique, tout le monde le sait. Je pose une question, j'interpelle mon auditoire, j'interpelle mon jury, j'interpelle mes juges. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que vraiment on peut considérer que c'est vrai ? C'est une question qui n'appelle pas de réponse. À part qu'il y a un gars qui se lève dans l'amphi, oui, mais normalement ça n'arrive jamais. Enfin, moi ça m'est jamais arrivé. Mais ça au moins, hop. Et si je pose une question rhétorique, qu'est-ce que vous en pensez ? Je laisse un demi-silence après, ça a le temps d'un petit peu monter. Et enfin, pour terminer, mesdames, messieurs, parce que je veux vraiment qu'on ait des questions, et je crois que le chef de séance m'a dit à -5 max, je ne veux pas dépasser, je ne veux pas prendre sur le temps des cours.
il faut travailler absolument la position. Vous voyez, là, j'ai un amphithéâtre, donc je me permets d'aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Mais je ne me sens pas encombré par mes membres, je ne me sens pas encombré par mes jambes. Donc là, je vais essayer de vous montrer un exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire et de qu'est-ce qui se passe quand on ne travaille pas du tout. Ça, c'est une position qui va poser problème d'après tous les professeurs de rhétorique. Le début du discours, au moins, vous êtes dans une position dite de stabilité, ce qu'ils appellent l'ancrage au sol. Au moins au début. Imaginons que je suis dans mon tout début du discours, je m'ancre au sol. Je dois m'asseoir dans le décor, je dois m'asseoir. Ensuite, si on prend... C'est mon moment préféré de l'intervention. Non, je rigole. Il n'y a même pas besoin de son, c'est formidable. Oui, ça c'est un blanc. Ça, c'est pas un silence. Et là, normalement, il y a le plan qui m'intéresse. À mi-chemin entre Miss France et le pape. Mes chers compatriotes, de métropole, des outre-mer et de l'étranger, enfin nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué! On fera jamais mieux. Là, vous avez tout ce qu'il ne faut pas faire. Un blanc gênant, un exorde lunaire. Vous m'avez manqué. Je pense qu'il y en a plein qui ont dû penser, mais pas toi, dans l'auditoire. Et puis les mains qui sont là. Et alors, au tout début de la vidéo, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit mal sous cette caméra. Ah, voilà. Vous voyez ? La jambe qui part en biais, là, comme ça. Ça, c'est des choses à éviter, mais pourquoi? Parce que, si vous voulez, ce genre de choses, d'après tous les spécialistes du non-verbal, ça envoie un message catastrophique à votre auditoire. Elle est toute tordue. Physiquement, je parle. Tout ça pour vous donner un exemple concret que la forme sert le fond sert la forme. Quand la forme n'est pas bonne, il y a forcément des problèmes. Donc là, il y a à peu près rien qui va. Donc toujours être bien ancré au sol, regardez votre auditoire, usez des silences. Évidemment, comme je vous l'ai dit, dans le temps qui m'est imparti, c'est compliqué de vous donner toutes les subtilités. Mais voilà qui est véritablement fondamental. Et enfin, ne pas avoir peur de la peur, ça c'est le plus important, c'est de dire que ceci. N'ayez jamais peur de prendre la parole en public. Il y avait une immense actrice qui s'appelait Sarah Bernhardt. Elle donnait des cours de présence scénique, de présence oratoire. Et elle disait, avoir peur, c'est normal. Avoir peur de parler en public, c'est tout à fait normal. Et une candidate avait dit à l'époque, donc c'était devant un amphi assez nombreux, moi j'avoue que quand je monte sur scène, ça va, je n'ai pas peur. Et Sarah Bernhardt de lui répondre, ne vous inquiétez pas, ça viendra quand vous aurez du talent. Voilà, ça s'appelle aussi un tacle à la gorge. Mais l'idée, c'est que la peur, ça fait partie de l'exercice. On n'apprend pas à l'enlever, mais on apprend à la dompter. Et c'est le message fondamental d'aujourd'hui et de notre formation, c'est que avoir du talent, ça ne s'enseigne pas, mais devenir excellent à l'oral, ça s'apprend. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez écouté, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Donc là, c'est un moment toujours un peu difficile, parce que ça vous nécessite à vous de prendre la parole. S'il y en a, n'hésitez pas. Bon, sinon, voilà, vous avez compétences et métiers, vous pouvez, via notre organisme, venir à nous et nous poser des questions. Pas de questions dans l'amphi, pas de main qui se lève, pas de courageux, de courageuses. Non, bah écoutez, tant mieux, c'est que tout a été presque clair. Donc voilà, encore merci infiniment à vous d'être là, vraiment votre présence était un grand plaisir et merci pour l'organisation et j'espère à très bientôt pour la formation.